Aussi rude que l'hiver, par Quentin Clément. Partie 11. Résumé de la situation. Dalos, le roi Goëth, a mené un pillage contre la capitale du clan Indus. Malgré la victoire de son armée, il a été contraint d'abandonner une partie des ressources volées après une riposte de ses ennemis. Dans la bataille, Glorger, le roi Indus, a été tué, mais aussi Kjurgod, le père d'Argor, un jeune guerrier Goëth, égorgé par la femme dont il est amoureux, Arella. Ayant vu celle qu'il aimait tuer son père, il a juré de venger la mort de Kjurgod, mais lorsqu'il a pris le dessus dans son combat contre la jeune guerrière, il n'a pas pu se résoudre à l'achever. Depuis, c'est Yuvnad, le champion Indus, qui a pris les rênes de la capitale en attendant l'élection d'un nouveau roi. Kiliam, un ancien guerrier du clan Vidial, est revenu dans sa ville natale après que sa femme l'ait rejeté. Témoin des injustices que le clan Kriagos faisait subir à son peuple, il a décidé de fomenter une révolte. Mais tout reste à faire alors que Draxar, le chef de la ville, cherche à le faire tomber. Ogdur le marteau, un brigand frappé d'une malédiction après le meurtre d'un druide, est victime d'hallucinations où un homme encapuchonné le pousse à se nourrir de chair humaine. Après des semaines à résister à la tentation, il a agressé une jeune femme et a dévoré son corps alors que des ombres inhumaines dansaient autour de lui, dans un rituel interdit. Quatrième jour du mois du Sorbier, village de Vidial, territoire Kriagos. Cela faisait une semaine que Kiliam était revenu vivre dans la ville qu'il avait vu grandir. Une semaine depuis son duel avec Rergaren, le Kriagos qui avait pris sa maison. Une semaine qu'il n'avait pas bu une goutte d'alcool. Il lui avait fallu très peu de temps pour s'adapter à sa nouvelle vie. Plusieurs fois, il s'était dit que ce n'était pas vraiment une nouvelle vie en fait. C'était la sienne, celle qu'il aurait dû avoir. En fait, il se trouvait précisément là où il aurait été s'il n'était pas parti retrouver Kolda, sa femme, après la conquête de son clan. Il aurait vécu dans cette maison, travaillé comme charpentier pour les mêmes personnes, ri avec les mêmes amis. Finalement, peut-être que ces 15 années de père de famille n'étaient pas sa vie, mais celle d'un autre. Après tout, il n'avait été ni un bon père ni un bon époux. Il buvait beaucoup trop, n'offrait pas assez d'amour à sa femme ni à son fils. Il se disait qu'il n'était pas fait pour ça en fait. Fonder une famille, vivre une vie paisible, ce n'était pas son rôle dans le monde. Pas tant que son peuple souffrirait en tout cas. Car une semaine, ce fut bien assez pour voir la tyrannie exercée par les Kriagos. Ils prenaient ce qui ne leur appartenait pas, les armes, les héritages, même les femmes semblaient être leur propriété. Les gardes Kriagos étaient nombreux, mais dès lors qu'ils étaient absents, un chant de révolte se faisait entendre entre les Vidial. La rage, tellement de rage enfouie dans le cœur et dans les tripes de chaque homme de ce clan jadis respecté, et aujourd'hui déshonoré par l'oppression et la cruauté des Kriagos. Kiliam avait pu voir tout cela, la pauvreté dans laquelle les siens étaient laissés, les taxes payées pour permettre à leurs tyrans de faire plus de guerres et d'asservir plus de peuples ruiner les Vidial. Personne, plus personne parmi ses frères, n'avait plus de quoi nourrir sa famille correctement, ni même leur offrir un toit décent, pendant que les conquérants se pavanaient dans les rues en arborant toute la richesse spoliée aux Vidial. Pour Kiliam, il était temps d'y mettre un terme. Il avait attendu une semaine et c'était plus qu'assez. Lui aussi s'était pavané, comme un Kriagos. Il s'était fait voir, le Vidial qui portait l'épée, bravant l'interdit. L'étranger qui était revenu sur ses terres et offrait son aide gratuitement à ceux qui ne pouvaient pas payer pour ses travaux de charpentier. Il s'était fait un nom dans cette petite communauté qu'était la ville de Vidial. Kiliam, un nom détesté des Kriagos et admiré des Vidial. Il avait attendu une semaine, le temps que tous sachent qui il était. Et aujourd'hui, il l'avait décidé, le temps était venu. Le temps pour son peuple de revendiquer le droit de porter leur étendard à nouveau et de verser le sang de ceux qui avaient trop versé le leur. Une fois ses cheveux roux tressés comme il le voulait, il vêtit sa fourrure qu'il avait laissée proche du feu de cheminée afin qu'elle se réchauffe, n'omit pas de prendre son épée avec lui et sortit de sa demeure. Immédiatement, malgré la chaleur de son vêtement, le froid glacial gifla son visage et il frissonna. Une pensée pour son peuple forcé de vivre dans des maisons aérées parce qu'il n'avait pas de quoi les réparer. Une pensée aussi pour les Kriagos, qui riaient bien de cette situation. Bientôt, ils allaient rire beaucoup moins fort. La bonne bedaine était devenue sa seconde maison. Il n'y buvait pas d'alcool, jamais, mais il aimait leur cuisine et surtout leur décoration. Tous ces trophées de chasse accrochés au mur, symbole de l'époque où tous les chasseurs des terres de l'Arc se retrouvaient ici pour se mesurer les uns aux autres, dans un esprit de camaraderie virile.
le souvenir d'un temps où les Vidial étaient respectés et aimés du reste du pays. C'était la dernière auberge qui arrivait encore à tenir sous le joug des Kriagos. 3 générations l'avaient tenue. Hector, l'actuel patron, se battait pour réussir à conserver cet héritage, mais plus encore pour payer l'impôt de l'occupant. Son père était mort depuis quelques années. Il avait donc repris l'établissement alors qu'il était âgé de 23 ans. Son grand-père avait ouvert cette taverne et en avait fait sa renommée. Son père l'avait tenue et aimé toute sa vie. Et aujourd'hui, il était saigné à blanc par les taxes et savait qu'un jour prochain, il allait devoir fermer boutique, comme les autres tavernes de la ville. Et des taxes pour faire quoi? Pour le bien du clan? Pour que les Vidial soient protégés et vivent de la meilleure façon possible? Non, des taxes pour que les Kriagos puissent vivre dans l'opulence et financer des guerres lointaines qui ne concernaient les Vidial en aucune façon. Hector haïssait la bannière rouge et noire plus que quiconque. Killiam s'avança vers lui. L'aubergiste était de petite taille, mais plus large que les tonneaux qu'il soulevait sans réelle peine. Killiam l'avait connu enfant. Déjà tout jeune, il connaissait par cœur le travail d'aubergiste. Il avait toujours transporté des lourdes charges qu'il fallait entrer ou sortir. Cette vie de travail acharné lui avait valu cette carrure trapue, aux puissants pectoraux et aux bras épais et veinés. Ses yeux bleus et ses cheveux platines lui avaient toujours valu un franc succès avec la gente féminine. Où était son sourire enjôleur et son charisme extrêmement vendeur? Séducteur était le mot que l'on pouvait employer pour le définir. Il avait engendré 3 bâtards et s'occupait bien d'eux, mais certains époux le soupçonnaient sans preuve d'être le père du fils qu'ils élevaient. Il avait été l'origine de bien des jalousies, mais n'avait jamais été mis au sol par un autre homme. Travailler dès son enfance dans une auberge, cela voulait aussi dire apprendre très tôt à empoigner des ivrognes et à les jeter dehors. Il évitait les femmes convoitées par les guerriers de mérite, mais les boulangers, bouchers, forgerons et autres artisans ne lui faisaient pas peur. Killiam jeta un œil aux alentours. Pas de Kriagos, uniquement des Vidial de souche. La plupart sirotant une bière au comptoir. Bien. Il s'approcha d'Hector qui l'accueillit d'un sourire chaleureux. « Eh bien, voilà le conquérant au cœur tendre !»« Bonjour Hector, serre-moi le plat du jour. »« En fait, on fait un peu avec ce qu'on a, tu sais. On n'a plus de plat du jour attitré depuis un moment. » répondit-il d'un ton embarrassé. « Je te fais confiance alors, » reprit Vidial dans un sourire rassurant. L'aubergiste cria quelques ordres à la cuisine et revint discuter avec son client. « Tu n'as plus une mauvaise surprise dans cette cave ?» demanda Killiam. « Non, les poutres que tu as installées sont solides. »« Tu peux donc garder tes réserves bien en sécurité maintenant. »« Mes réserves, je dois bien payer les taxes avant de penser à acheter quoi que ce soit pour nourrir mes clients. Je t'avoue que ma cave est loin d'être remplie. »« Justement, » souffla Killiam en s'approchant d'Hector. « Ce soir, je te propose de la remplir. » « La remplir? Et avec quoi ?» répondit l'aubergiste à voix basse, intéressé. « La remplir de gens. J'ai besoin d'un lieu discret pour une réunion secrète. Uniquement des Vidial de souche et uniquement des braves. » Hector recula d'un pas, choqué. « N'y pense même pas. Je sais ce que t'as en tête, monsieur, je me pavane avec mon épée. Mais je tiens pas à ce que les Kriagos brûlent la taverne de mon grand-père. » « Écoute, elle sera fermée dans 1 mois, ta taverne. Tout ce que je te demande, c'est ta cave, une seule nuit. Et que tu fasses passer le message. Je te payerai s'il le faut. » L'aubergiste prit quelques secondes pour réfléchir. Il était vrai que ses affaires ne marchaient plus. Les prix des denrées avaient grimpé depuis que ce foutu hiver empêchait de trouver de quoi manger. Et cette taxe, toujours cette taxe. Une rentrée d'argent pour louer sa cave une nuit, ce serait pas un luxe. « Très bien, » dit-il finalement, presque à contre-cœur. « J'ai quelques clients habitués qui sont fiables et qui viendront sans rien dire à personne. Je leur dirai qu'ils ont rendez-vous avec toi à la fermeture. Et tu me paieras 5 pièces d'argent pour le risque que je prends. Marché conclu ? » « T'en auras 10, » répondit Killiam en souriant. Les deux se serrèrent par l'avant-bras. « Très bien, maintenant va à une table, je t'apporte ton plat dès qu'il est prêt. »« Merci Hector. » Et Killiam alla s'asseoir, satisfait. Il allait pouvoir mettre son plan en place. La nuit était tombée depuis plusieurs heures. Killiam avait déjà fait le tour de la ville plusieurs fois avant de rentrer chez lui, histoire d'encore un peu discuter avec ceux qu'il espérait soulever. Un fils dont le père avait été tué pour avoir bousculé un garde, une mère dont la fille avait été violée et dont l'époux avait été exécuté après l'avoir vengé, un commerçant dont l'établissement avait été vidé plusieurs fois par les Kriagos sans qu'il ne paye rien. Tous les habitants de Vidial avaient une histoire de ce genre à raconter. La leur faire répéter, leur rappeler pourquoi ils haïssaient les Kriagos, entretenir l'animosité et éveiller chez eux un esprit de révolte, voilà quel était le plan. Les premières heures avaient été assez fructueuses, mais il remarqua vite que certaines personnes qu'il croisait lui lançaient des regards complices, des sourires.
C'étaient les habitués de la bonne bedaine. Hector remplissait donc sa part du marché. Il était finalement rentré chez lui, répétant le discours qu'il avait prévu, imaginant les inquiétudes et les objections des autres et s'entraînant à y répondre. Il angoissait. La vérité, c'était qu'il n'avait pas la moindre idée de la façon dont ça allait se passer. Peut-être sa proposition n'allait-elle pas être acceptée ? Il répétait, encore et encore. Il voulait être aussi près que possible. Mais la nuit était tombée depuis bien longtemps. Le moment était venu à présent. Il ne pouvait plus le repousser. Il prit sa fourrure, son sac et son épée, et sortit pour se mettre en route. Il arriva à la taverne alors qu'elle était déjà fermée. Il jeta un œil aux alentours. Personne. Il frappa à la porte, et Hector vint lui ouvrir. « Entre, vite !» Killiam s'exécuta et le tavernier referma dans son dos. « Alors, ils sont là ?»« Oui, à la cave, vas-y !» Hector le mena à l'escalier et ils descendirent ensemble. Là, une quinzaine de personnes les attendaient. Killiam en aurait espéré facilement le double, voire le triple. Il était plus déçu encore qu'il était stressé. Les hommes présents le regardaient sans rien dire, se demandant ce qu'il voulait de si important pour les réunir. Il releva le menton et prit une attitude déterminée. Si les hommes devaient le suivre, alors il devait montrer qu'il était sûr de lui. « Mes amis, commença-t-il, vous vous demandez pourquoi je vous ai réunis ici. Vous connaissez tous mon visage comme je connais le vôtre. Enian, après avoir traité un Kriagos de chien galeux, ils ont enfoncé la porte de ta maison et ont saisi tout ce qui t'appartenait, ne laissant que les murs. Riog, tu t'es disputé avec l'un des leurs. Tu as soutenu son regard, alors ils ont enfoncé une braise brûlante dans l'un de tes yeux. Bronn, ils ont extorqué ton fils, le menaçant chaque jour de payer des dettes qu'il n'avait pas, s'en prenant même à sa femme. Ils l'ont fait jusqu'à ce qu'il se pende. Et je pourrais continuer ainsi longtemps, à énumérer toutes les histoires sordides que j'ai entendues depuis que je suis revenu ici. Toutes les horreurs que les Kriagos nous font subir, à nous les Vidiales. Ils vivent ici comme des rois, mais ils ne sont que des animaux. Des chiennes en chaleur, le sang coulant le long de leurs pattes et le cul relevé n'attendant que de se faire enculer. Et la soumission dont notre peuple fait preuve à leur égard me dégoûte. Plusieurs personnes acquiescèrent. Ils étaient attentifs et en accord avec son discours. Il continua. Notre peuple était autrefois un clan respecté. Tous, nous tous ici présents, nous avons dans le cœur ce souvenir lointain des jours où nous vivions libres, des jours où nos enfants ne mouraient pas de faim et n'étaient pas arrêtés sans raison et passés à tabac par la garde. Le temps est venu de rendre coup pour coup. Il dégaina son épée et la pointa dans la direction de son public. Son regard était haineux et déterminé comme celui d'un guerrier juste avant la bataille. Je suis un Vidial et je porte l'épée, comme mes ancêtres avant moi la portaient. Les Kriagos pensent nous avoir ôté notre force en nous prenant nos armes, mais nous portons tous l'épée, car la force de notre peuple a toujours résidé dans nos cœurs, dans nos tripes. Notre force, c'est notre détermination. Notre force, c'est l'amour pour nos terres, nos familles que nous devons protéger. Notre force, c'est celle d'un peuple trop longtemps resté à genoux. Le ton qu'il employait changeait pour devenir de plus en plus sec, de plus en plus féroce. Devant lui, les 15 braves le regardaient avec admiration, buvant chacune de ses paroles, chacune de ses promesses. Alors tous ensemble, mes frères, prenons l'épée, et nous massacrerons ceux qui nous ont pris notre dignité. La terre tremblera sous nos pas et nos hurlements. Nous allons réclamer justice. Et à nouveau, le nom de Vidial sera le synonyme de bravoure et de liberté. Il plongea la main dans le sac qu'il avait en bandoulière et en sortit une étoffe, cousue en tartan aux couleurs brunes et dorées, celle du clan Vidial. Nous porterons à nouveau nos saillons, car plus personne jamais ne sera nos maîtres. Nous pouvons trouver des armes, nous pouvons trouver des braves. Si vous êtes ici ce soir, alors bien d'autres encore répondront à l'appel et rejoindront notre cause, et nous massacrerons nos ennemis. Et ils payeront le prix du sang pour l'œil qu'ils m'ont pris, intervint Riog. Et pour tout ce qu'ils m'ont volé, reprit Enian. Des sourires sur tous les visages. Killiam venait de leur offrir ce qu'ils attendaient depuis 15 ans, une perspective de liberté. Tout ce temps, ils avaient ruminé cette haine, cette révolte, chacun de son côté. Aujourd'hui, un homme voulait les rassembler et leur promettait la victoire. Il n'en avait pas fallu plus. Gounet fit un pas en avant vers Killiam et s'adressa à lui. Il était le seul à avoir semblé perplexe durant le discours. « Nous sommes moins de 20 dans la cave d'une taverne et sans armes dignes de ce nom. Dis-moi, comment nous allons vaincre les guerriers Kriagos ?» J'attends de tous ceux qui sont ici de recruter un maximum de braves pour notre combat, répondit Killiam. Nous sommes 20 aujourd'hui, mais dans une semaine nous serons une centaine. Et dans 2 semaines... Dans 2 semaines, nous serons probablement tous morts exécutés, l'interrompit Gounet. Killiam, ne l'écoute pas, intervint un autre homme.
Tout le monde ici l'appelle le parjure. Il avait juré de protéger la maison de l'un des nôtres quand il partait pour un voyage de 3 semaines. Et lorsque les Kriagos ont décidé de prendre tout ce qui se trouvait à l'intérieur, il les a laissés faire. Eh bien oui, c'est ce que j'ai laissé faire, car c'était trahir un serment ou mourir par la lame d'un Kriagos, se défendit Gounet. Mais Killiam reprit la parole. Eh bien personnellement, je préfère mourir dans la neige et dans la merde que dans le déshonneur. Si la vie a tant de valeur à tes yeux qu'elle passe avant même ton honneur, tu ne mérites pas d'être appelé guerrier, juste parjure. Gounet passa à côté de Killiam. Eh bien alors, allez tous mourir dans l'honneur, allez tous mourir dans la neige et la merde. Et il quitta la taverne. Une fois qu'il fut dehors, le meneur reprit la parole. Rassemblez un maximum de personnes, confectionnez des armes avec tout ce que vous trouvez. Arcs, flèches, bâtons avec des clous plantés dedans s'il le faut. Tout ce qui fait mal sera utilisé. Mais nous n'allons pas gagner une révolution avec ce genre de jouets, s'inquiéta quelqu'un dans le fond. Non, nous n'allons pas gagner une révolution avec ce genre d'armes, répondit Killiam. Mais dans 1 semaine, il y a une caravane Kriagos qui va passer ici pour récolter l'impôt. Et lorsqu'elle repartira, nous l'attaquerons et nous récupérerons l'argent. Et toi, tu comptes faire entrer une somme pareille ici? Les Kriagos vont la trouver immédiatement. Bien non, parce que cet argent ne rentrera pas dans Vidial. 3 hommes prendront le chariot et partiront vers le sud. Ils utiliseront l'argent pour acheter des armes en territoire Goeth, en garderont juste assez pour soudoyer un garde à leur retour pour qu'ils laissent passer sans vérifier le transport. Ensuite, nous distribuerons les armes et les armures à tous ceux qui auront rejoint la cause. Vous êtes avec moi? Sans hésiter, répondit Enian. Et quand mon sang coulera dans la bataille, je serai heureux qu'il se mélange au sol avec celui des Kriagos que j'aurai tués, rugit Bronn. Ils acquiescèrent tous, un à un. Killiam leur sourit. Ils n'étaient pas encore assez nombreux, mais c'était déjà le début d'une armée. Très bien, alors je vous ferai savoir quand nous nous reverrons. En attendant, recrutez. L'affrontement pour l'or des impôts sera brutal et décisif. Nous devons être assez nombreux. À bientôt. Et les hommes partirent, un à un, non sans présenter des encouragements et de l'admiration à leur meneur. Il ne resta finalement plus que lui et Hector. Killiam se saisit de sa bourse et en sortit 10 pièces d'argent pour les tendre au tavernier qui repoussa sa main. Après de telles paroles, garde ton argent, et sache que tout ce qui m'appartient appartient aussi à ta cause. Killiam rangea la paille et remercia Hector. Un brave de plus l'avait rejoint. La révolution était en marche. Cinquième jour du mois du Sorbier, territoire d'Olan. Une jeune fille seule, un vieillard, un chasseur, un couple qui avait décidé de s'offrir l'un à l'autre dans la forêt. Une mère qui cherchait des racines avec sa fille. 7 personnes qu'Ogdur avait dévorées. Il avait à chaque fois senti sa force s'accroître. Prendre possession de la vie de ses victimes grâce à la danse des ombres avait fait de lui un guerrier plus puissant qu'il pensait pouvoir l'être un jour. L'encapuchonné, comme il l'avait finalement nommé, le guidait toujours à travers les bois, à chaque fois vers un nouveau repas. Mais aujourd'hui, les choses allaient être différentes. Aujourd'hui, il allait encore gagner en force, mais une force d'une nature différente. Ogdur entendait des discussions au loin, un bivouac qui s'éveillait petit à petit. Il savait que c'était sa direction, alors il s'avança vers eux. Il n'avait aucune idée de ce que son maître avait voulu dire par une force d'une nature différente. Il aurait la réponse bien assez tôt. Petit à petit, les voix devenaient plus distinctes. Quelques hommes et une femme qui discutaient de la faim, du froid, et un nom fut prononcé. Tanor. Ogdur savait exactement qui étaient ceux vers qui il avançait. Ce qu'il ne savait pas en revanche, c'était pourquoi on l'avait envoyé vers eux. Il resta un moment, à l'ombre des arbres, les observant, attendant de savoir ce qu'on attendait de lui exactement. Tanor, Lik, Aldor, Kara, ceux-là même qu'il avait chassés 2 semaines plus tôt, alors qu'il avait tué un druide. Imbéciles! Ils avaient eu peur d'une malédiction alors qu'en vérité Ogdur avait été béni par les ombres. Ils avaient peur de tout perdre alors qu'en fait, lui, avait tout gagné. T'ont-ils manqué? L'encapuchonné. Perdu dans ses pensées, Ogdur avait sursauté lorsqu'il était apparu dans son dos. « Qu'est-ce que ça peut vous faire » demanda-t-il sans détourner son regard de ses anciens compagnons. « Absolument rien. Simplement, si tel était le cas, tu serais probablement heureux d'apprendre que ton destin est de les commander. » Comment ça? Tu étais des leurs lorsque tu as tué un druide. Tanor, c'est lui qui a pris la décision de t'abandonner, par peur du sort que les dieux vous réservaient. Sauf qu'au final, les dieux t'ont abandonné, ce qui t'a donné la liberté de te joindre à moi et de devenir plus puissant.
Si Tanor n'avait pas été là, il ne les commanderait pas aujourd'hui. Toi, tu le ferais. Mais au lieu de te suivre toi, ils ont suivi un homme qui parlait avec sa peur, un faible. N'est-ce pas d'une grande injustice ? Oui, je suppose. En vérité, Ogdur n'avait jamais ressenti les choses comme cela. Il s'était juste détourné d'eux comme il s'était détourné de lui. Alors rétablis la justice, montre-leur ce qu'ils ont raté, élimine Tanor et ils te rejoindront. Tanor est un bon guerrier, cela va te permettre de mesurer ta nouvelle force. Je suis certain que même toi tu seras surpris. Ce sera un petit avant-goût de ce que tu seras dans quelques semaines. Maintenant, vas-y. Et l'encapuchonné disparut. Ogdur ne savait pas comment il devait revenir vers eux. Il l'avait rejeté, son orgueil lui interdisait de faire marche arrière. Mais il finit tout de même par s'approcher, simplement, sans avoir vraiment prévu quoi que ce soit. Ogdur ? Lik, le plus jeune, presque un enfant. C'est lui qui l'avait vu le premier entrer dans le bivouac. Immédiatement, les autres s'approchèrent pour voir ce qu'il se passait, se demandant pourquoi le marteau était revenu, partagé entre le plaisir de retrouver un ancien compagnon et la méfiance d'être si proche de cette crapule qu'ils avaient chassée. Ils étaient une dizaine, et lui était seul. Ogdur les salua, et Tanor s'approcha de lui plus près que les autres, le regard agressif. « Qu'est-ce que tu viens foutre ici ? T'as plus rien à faire parmi nous !» « Parmi vous ?» répéta le marteau en observant le reste de la bande. Ils avaient tous incroyablement maigri. Leur peau semblait collée à leurs os, leur visage, blême, épousait les formes squelettiques de leur crâne. Leur corps, faible, ne semblait pas posséder plus de matière que les pattes d'une chèvre rachitique. « Ma mémoire vacille, Tanor, » continua Ogdur sur ton narquois. « Tu peux me rappeler pourquoi j'ai été mis de côté ?» « Tu le sais très bien !» s'emporta le chef de la bande en réponse au défi de son ancien subordonné. « Tu as tué un foutu putain de druide en notre nom. La malédiction te suit. » « Et de quoi avez-vous peur ?» plaida l'accusé en se tournant vers le reste de la bande. « De perdre votre nourriture ? Soyons sérieux, si j'avais été maudit, je ne me tiendrais pas devant vous aujourd'hui avec ça. » Il jeta négligemment un sac de la neige. Celui-ci s'ouvrit en heurtant le sol, se vidant de plusieurs épaisses pièces de viande sous les yeux affamés des bandits. Tout autour d'eux, cachés parmi les arbres, les ombres étaient apparues et commençaient leur danse infernale, à l'abri des regards de la bande. « T'as simplement eu de la chance de trouver ça !» répondit Tanor qui ne voulait pas admettre avoir eu tort. Ogdur retourna sur lui un visage calme et assassin, celui que poserait un prédateur sur une proie si faible qu'elle ne vaudrait pas la peine d'être dévorée. C'est pas à toi que je parle, c'est à eux, ceux qui t'ont suivi parce que tu leur promettais le malheur et qui aujourd'hui crèvent de faim. Il a raison, intervint Baldar. Tanor, nous n'avons rien, depuis trop longtemps on crève de faim sous tes ordres, tu nous conduis mal. Une clameur commença à s'élever de la petite troupe, des reproches faits à leur chef, des ventres affamés exigeant de la nourriture, des hommes plongés dans l'ennui revendiquant de l'or. Tanor dégaina son arme le premier et fit face aux siens. « Je suis toujours votre chef. Tant que vous serez ici, vous fermerez vos gueules et vous ferez ce que je vous dis. Ou l'un de vous a-t-il assez de couilles pour oser me défier ? L'un de vous veut prendre ma place ?» Le silence. Tous baissaient la tête. Tanor était peut-être un imbécile, il n'en était pas moins une fine lame que tous redoutaient. Tous, sauf Ogdur. « Moi, dit-il, je te défie et je vais prendre ta place. » Le chef de la bande lui fit face et pointa son épée sur lui. Ogdur dégaina et jeta son arme au sol. Il avait déjà un peu eu l'occasion de tester sa nouvelle force. Il était totalement certain de sa victoire. Les ombres dansaient toujours. Tanor frappa, Ogdur esquiva. Son réflexe avait été fulgurant. Et lorsque son adversaire arma un second coup, il eut tout le temps de l'attendre et de se bouger au dernier moment. La force, l'intelligence, l'adresse de toutes les personnes qu'il avait mangées coulait dans ses veines. Il offrait à son public la démonstration de ce qu'il était devenu, de ce qu'il pourrait devenir en le suivant. Tanor frappait et frappait encore, alors que le marteau semblait presque danser autour de lui, sans être touché par les attaques pourtant vivaces du chef de la bande. Et lorsqu'il fut lassé par ce jeu, Ogdur se saisit du poignet de son adversaire, et d'un coup il le brisa en deux, criant à main nue une petite pliure dans le bras de Tanor, qu'un squelette humain ne permettait pas normalement, brisant l'os qui se fraya un chemin dans la chair pour en sortir, pointu, à travers la peau de la victime. Le chef de la bande hurla de douleur et lâcha son arme. Dans un instant de combat, il frappa du poing le visage d'Ogdur, qui encaissa le choc sans broncher. Sans garde, sans défense, Ogdur colla son visage à celui de Tanor qui recula et frappa à nouveau.
Le marteau avançait, déterminé, sans plus esquiver les assauts, recevant encore et encore les coups de poing de son adversaire qui reculait. Il était un démon, une force surnaturelle imbattable, indomptable, un prédateur parfait et invincible. Son visage massif encaissait les frappes sauvages de Tanor. Les poings du chef de bande paraissaient minuscules face à la tête qu'il frappait sans occasionner la moindre blessure. Tanor était vaincu, impuissant face à la force brutale de son maître. Se battre contre ce guerrier parfait semblait totalement futile. Ogdur empoigna le bras blessé de son adversaire, lui arrachant un hurlement. Il se saisit du morceau d'os pointu qui ressortait de la chair et d'un craquement sec et bruyant l'arracha du reste du corps. Tanor hurlait de plus belle cette fois, oppressé par la douleur. Il cessa de frapper, et Ogdur lui planta l'os dans l'œil, si profondément qu'il lui perça le cerveau. Tanor mourut sur le coup et tomba dans la neige. Les autres l'observaient, abasourdis par la démonstration de force à laquelle il venait d'assister. Les ombres dansaient de plus belle. « Comment est-ce possible ?» demanda Drell. « Cette viande, ce sont les restes de mes victimes. En dévorant ces gens, j'ai acquis leur force. »« Tu as pris leur force en les mangeant ? Mais comment est-ce possible ?» Ogdur soupira. En fait, il était bien incapable d'expliquer ce phénomène ou la logique de la chose. Il répondit tout de même. « Oh, ta gueule, c'est magique. » Drell ne comprenait pas mieux. Manger de la viande humaine ? Autrefois, cette perspective l'aurait révolté. Il aurait été écœuré. Mais aujourd'hui, il avait si faim, tellement faim. Il n'en pouvait plus. Il fallait qu'il mange n'importe quoi. Il y avait quelque chose. Une force qui s'imposait à son esprit. Plus que l'instinct de survie, plus qu'une simple faim. Il voulait, il devait, il avait besoin de plonger ses dents dans la chair de Tanor, d'en arracher d'épais morceaux, d'avaler ce sang frais qui s'écoulait dans la neige. Les ombres continuaient de danser. Drell observa ses compagnons, leurs lèvres retroussées, leurs yeux gorgés de sang, au regard animal plongé sur la dépouille de leur chef. Eux aussi ressentaient la même chose. Il n'en pouvait plus. Il plongea sur le cadavre devant lui et mordit à pleines dents dans le bras. Autant tout complexe aux autres, ils l'imitèrent, mâchant bruyamment, rongeant le corps de celui qui autrefois leur donnait des ordres. Le sang coulait sur leurs vêtements, alors qu'ils tentaient de ne pas en perdre une goutte. Ils ressentirent tous ce qu'Ogdur avait ressenti autrefois, lorsqu'il avait tué la Vierge dans la forêt. La force s'écoulant dans leurs veines, cette puissance, cette intensité, cette démence qui s'emparait d'eux, et l'infinie certitude que jamais ils ne pourraient renoncer à cette sensation. Ogdur les observait faire, le sourire aux lèvres. Les ombres n'avaient toujours pas arrêté de danser. Septième jour du mois du Sorbier, capitale Goeth. Cela faisait 5 jours que Dalos et ses braves étaient revenus à la capitale, avec les vivres de leur rivaux indus. Le roi avait très vite reçu des demandes d'aide de ses vassaux, eux aussi à court de nourriture. L'hiver est dur pour tout le monde. Je savais que cette attaque ne rapporterait pas assez pour vous aider tous. C'est pour cette raison que je n'ai demandé à aucun d'entre vous de me suivre dans cette bataille. Mes guerriers sont morts pour nourrir leur famille. Les vôtres devront faire de même. Je sais que vous n'avez plus rien. C'est pour cela que j'ai préféré trouver de la nourriture par moi-même au lieu d'élever vos taxes, alors que ça aurait été mon droit. Telle fut sa réponse, et aucun de ses vassaux n'osa le contredire. Mis à part ces visites quotidiennes de ceux que Dalos devait protéger en échange de leur soutien et de leur paiement, tout se passait pour le mieux dans la capitale. La victoire du roi, même si elle avait coûté la vie à de nombreux braves, avait largement renforcé son influence et le respect de son peuple. Dalos n'était plus un roi, il était le héros qui avait mis fin à la famine. Tout se passait pour le mieux jusqu'à ce jour-là, ce moment-là, cet instant précis où on entendit des hurlements provenir de la maison de Dalos. « C'est votre façon de me punir, druide ? Quittez cette ville !» Un objet décoratif, une petite statuette de guerrier, traversa la pièce pour s'écraser contre le mur et tomber à terre en misérables morceaux. Tilga venait prévenir le roi de son départ, et celui-ci n'appréciait vraisemblablement pas la nouvelle. « Je dois assister à cette réunion. Aldin, le druide des Delians, nous a tous convoqués pour une assemblée. Il dit avoir une révélation à nous faire concernant la neige. »« La neige ? La neige ! Toujours ce même refrain que vous vous époumonez à sortir depuis un mois. Vous vous opposiez à mon attaque sur les Indus, disant qu'une chose malsaine se tapissait de la neige, et je vous ai écouté. Résultat, les nôtres ont eu faim lorsqu'ils auraient pu être rassasiés si j'avais pas repoussé le pillage. Aujourd'hui, les faits vous ont donné tort et le peuple le sait, et vous ne le supportez pas.
Alors au lieu de laisser les Goëts être rassurés, vous leur offrez une nouvelle peur en partant pour cette réunion futile. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, roi, des choses qui surpassent votre entendement. Dalos avança sur le druide. Le petit vieillard devait faire 2 têtes de moins que le roi, mais releva tout de même la tête pour soutenir son regard agressif. Dalos parlait avec plus de calme, mais on ressentait un immense mépris et une incalculable rage. « Je connais vos refrains, à vous les druides. Vous ne faites que parler et parler. Il y a peut-être des choses dans vos foutues énigmes que je ne comprends pas, mais j'en vois une que vous n'arrivez pas à comprendre. Il y a 2 semaines, tout un peuple était terrorisé par le froid, par la famine. Aujourd'hui, ils sont rassurés parce qu'ils savent qu'ils sont en sécurité. Des femmes et des enfants étaient en danger de mort il y a peu, et aujourd'hui, ils vivent dans la quiétude. Et vous allez leur retirer cette quiétude. Vous allez leur rendre cette putain de peur. Tout ça pour un désaccord avec moi. Partez donc pour votre réunion, mais faites-le avec tout mon mépris. » « Alors ainsi soit-il, je le ferai avec votre mépris, » répondit le druide avant de tourner les talons et de partir, saluant au passage Tara, l'épouse de Dalos, qui venait d'entrer dans la pièce. Elle était venue voir la raison des hurlements de son mari et le trouva poings et dents serrés. Elle rendit ses salutations au druide et attendit qu'il soit parti. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle simplement, d'un ton apaisant. « Pourriture! Tilga va partir pour une réunion, soi-disant pour parler de la chose malsaine présente dans la neige. » répondit nerveusement l'époux, usant de cette dernière phrase d'un ton grotesque au possible. « Et alors » insista Tara, qui ne comprenait pas en quoi cette nouvelle agaçait son époux. « Et alors ? Mais il ne voulait pas que nous attaquions les Indus. Souviens-toi, il me disait qu'il ne fallait pas entrer en guerre parce que quelque chose se préparait. Finalement, j'ai lancé cette attaque et les faits m'ont donné raison. Il refuse d'avouer son tort, alors il relance cette stupide histoire de neige. En attendant, le peuple était rassuré et il ne le sera bientôt plus. » Tara s'approcha de Dalos et posa une main tendre sur sa joue. Son geste eut pour effet immédiat de calmer la rage du roi. Elle remonta ses doigts, les passant dans l'épaisse chevelure de Dalos. « Il en faudra plus pour effrayer les guerriers Goëts. Ton peuple a toujours confiance en toi, tu les as sauvés de la faim, tu es leur héros, et ça, Tilga n'y pourra jamais rien. Tant que tu seras debout, le clan sera en sécurité, et ça tout le monde le sait. Alors ne t'inquiète pas pour eux, ils n'oublieront pas cette histoire de sitôt. » Dalos sourit et prit la main de sa femme pour la porter à ses lèvres. « Quel bien ai-je bien pu faire pour que les dieux estiment que je mérite une épouse telle que toi ?» Elle lui rendit son sourire. « Cette année, tu as empêché des femmes et des enfants de mourir de faim. C'est loin d'être à la hauteur, mais c'est un bon début. » Le roi fit mine d'être vexé et entraîna son épouse vers leur chambre, expliquant qu'il comptait bien lui montrer qu'il était à la hauteur dans d'autres domaines. Mais le départ de Tilga n'avait pas le moindre rapport avec la guerre, avec Dalos, ni même avec le clan Goëth. Tous les druides du pays devaient se rendre à la capitale du clan d'Elians pour cette réunion de haute importance. Aldin disait avoir reçu une révélation sur l'ennemi qu'ils allaient bientôt devoir combattre. Habituellement, les druides ne se rassemblaient qu'une fois par an. Il allait sans dire que ce genre de convocation était tout à fait exceptionnel et signifiait que quelque chose de grave, de très grave se préparait. Pas très loin de là, dans une petite maison de la capitale, Argor préparait le repas pour lui et sa sœur. Les choses étaient devenues difficiles pour eux depuis la mort de leur père. Lia faisait des cauchemars quasiment toutes les nuits, et c'était son rôle à présent de la rassurer, mais aussi de l'endurcir. C'était difficile d'être à la fois un père et une mère, surtout quand on n'était qu'un frère de 16 ans. Il avait beaucoup de mal à faire la part des choses entre tendresse et sévérité. Il coupait soigneusement les rondelles de carottes qui devaient bouillir avec les quelques pièces de porc déjà plongées dans l'eau. Si cet accompagnement avait été acheté au marché avec l'argent que Kurgod leur avait laissé, la viande, elle, était issue du butin de guerre qu'Argor avait ramené. Pas un cadeau, pas une chose que ses parents avaient acheté, non. Quelque chose qu'il avait gagné de lui-même, au combat. S'il avait tué et vu ses amis mourir ou revenir couverts d'entailles, c'était pour cet animal dont il mangeait une part aujourd'hui. Il était parti se battre et avait ramené ça, entre autres choses. Il en retirait une grande fierté. La porte s'ouvrit et se referma. Il ne se retourna pas, restant focalisé sur son ouvrage. C'était sa petite sœur qui revenait. Il l'avait chargée d'aller acheter un pain, mais elle revenait les mains vides. « Il n'avait plus rien », s'expliqua-t-elle. Argor soupira bruyamment. Comment était-ce possible que le simple fait de trouver un pain soit si difficile ? Il avait déjà eu de la chance d'avoir ses carottes. Il commençait déjà à se demander si réellement leur raid allait leur permettre de tenir jusqu'à la fin de l'hiver. Lia alla s'asseoir à la table. Elle se demandait souvent quand elle serait assez grande pour que ses pieds touchant enfin le sol,
quand elle serait assise sur une chaise. « Pourquoi tu m'as menti ?» demanda-t-elle d'un ton mi-rancunier, mi-espiègle. Son frère cessa son travail et se retourna sur elle. « De quoi tu parles ?»« La fille qui a tué papa. » Argor serra les dents. Il lui avait pourtant interdit à plusieurs reprises de parler de ça. Lia continua tout de même son accusation. « Taline, le boulanger, il a participé au pillage. Il m'a dit qu'ils t'avaient tous vu entrer dans une maison avec elle et que tu étais ressorti seul. Pourquoi tu m'as dit qu'elle n'était pas morte ?»« Parce qu'elle ne l'est pas, » claqua froidement le frère. « Maintenant ferme ta gueule, je veux plus t'entendre. » Mais aussi menaçant pouvait-il l'être, la petite enfant lui tenait tête. « Tu sais, si tu me bats, je te reposerai la question demain, » défia-t-elle sans montrer la moindre peur. Argor rugit. Il ne connaissait que trop bien ce ton et cet air déterminé. Lui-même avait parlé comme ça des dizaines de fois à leur père. La plupart du temps, il avait reçu une solide correction, mais là, Lia avait besoin de réponses. Elle avait droit à des réponses. Il posa la carotte qu'il était en train de couper ainsi que le couteau dont il se servait et alla s'asseoir face à elle. « Cette fille, elle n'est pas morte, » expliqua-t-il. « Je l'ai vue tuer papa, alors quand on les a tous rassemblés sur la place, je l'ai fait sortir du groupe et l'ai amenée dans une maison. Et je voulais la tuer et tout le monde pense que je l'ai fait. Mais non. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, la rage de la voix. « Elle a tué papa, pourquoi tu l'as pas tué ?» Argor baissa les yeux devant la fillette, mort de honte. « Elle a 3 sœurs. Moi et papa, nous nous battions pour notre peuple. Et elle se battait pour le sien. Y a pas de méchants ou de gentils, juste des gens qui tuent pour protéger ceux qu'ils aiment. Papa faisait son devoir, elle faisait le sien. Elle ne méritait pas plus de mourir que n'importe qui sur ce champ de bataille. Tu comprends ça ? » Mais non, elle ne comprenait pas. Elle n'avait que 6 ans. Son père était mort. Et son frère avait décidé de ne pas tuer la salope qui avait fait d'elle une orpheline. Non, elle ne comprenait pas. « Je te déteste !» hurla-t-elle. « Je veux plus vivre ici, je pars chez tante Kael !» Et la jeune enfant quitta la maison dans ce claquement de porte, laissant son frère seul. Argor se releva, enragé. Il se saisit d'un siège et l'envoya se briser contre un mur, renversa la table en hurlant, haineux envers Arella, haineux envers ce putain d'hiver, haineux envers lui-même. Il frappa dans les murs jusqu'à s'écorcher les poings, bouscula dans sa fureur l'un des pieds qui maintenait la marmite au-dessus du feu, la renversant et laissant sa préparation se répandre par terre. Après quoi il s'écroula dans un profond sanglot. Il aurait pu la tuer. Ce jour-là, où il avait été la prévenir de l'attaque, il aurait pu la tuer. Leur père serait toujours vivant s'il avait fait son devoir, s'il avait été un homme. Mais il l'aimait tellement. Il avait entendu dire que le premier amour était celui qui disparaissait le plus difficilement. Mais celui-là disparaîtrait-il un jour ? Il n'arrivait pas à cesser de penser à elle. Et aujourd'hui, sa sœur partie, il était seul, à terre, sanglotant au milieu des décombres d'une maison qu'il venait de ravager. Fin de la partie 11.